Fauteuil rouge. Ça commence. Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast préféré, Fauteuil rouge. Aujourd'hui, on est avec Marthe. Bonjour à tous. Juliette. Salut. Et on accueille des anciennes, Juliette. Bonjour. Et Lise. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des premiers films des grands réalisateurs. Cette semaine, on a choisi David Lynch, Stanley Kubrick et Lars von Trier, avec respectivement Eraserhead, Fear and Desire et Element of Crime. On a choisi ces trois-là car on trouve qu'ils se rejoignent quand même pas mal sur le côté glauque et sombre. Et par souci de psychorigidité, on va les faire par ordre chronologique. On se retrouve juste après Intermezzo de Kid Francescoli. On commence avec Fear and Desire de Stanley Kubrick, sorti en 1953. Je laisse Juliette vous en faire un super résumé. Alors déjà, je vais présenter, même si on ne le présente plus, Stanley Kubrick, réalisateur américain. Faut pas oublier que c'est quelqu'un d'autodidacte, il a tout appris de lui-même. Et il a fait moult films cultes tels que Shining. Et faut aussi savoir qu'il est mort le 7 mars, soit 10 jours avant ma naissance. Du coup, je suis peut-être sa réincarnation. Mais là n'est pas le sujet, on va parler de Fear and Desire. Donc, il s'agit d'un film qui traite d'un crash d'avion de Corby, Mac et deux autres soldats, Fletcher et Sidney. Ils décident de rejoindre leur camp par la rivière, parce que forcément le crash a eu lieu dans le camp opposé. Et voilà, c'est un film en noir et blanc, en 4/3 il me semble, avec beaucoup de voix off. Ce film a une histoire assez particulière. Le réalisateur, donc Kubrick, va refuser absolument toutes les rééditions et va vraiment chasser tous les endroits où pourrait être son film. Donc pendant très très longtemps, il sera introuvable en fait, parce qu'il n'était pas satisfait. Kubrick est très perfectionniste, je pense qu'on le sait tous. Pour autant, maintenant, on peut facilement le trouver. Si jamais vous voulez le voir, d'ailleurs, il est disponible sur YouTube, parce que je pense qu'il est tombé dans le domaine public depuis. Mais il est aussi en DVD sur des sites, quoi. Et il faut savoir aussi que les acteurs sont que des amateurs. Pour autant, je trouve que leur jeu, il est vachement bien. Surtout Sidney, celui qui fait le soldat fou. C'est des gens qui ont absolument aucune formation en comédie ou en théâtre ou tout ce que vous voulez. Alors par rapport à Fear and Desire, c'est marrant parce que justement j'avais vu Le baiser du tueur qui est son deuxième film et en fait j'ai cru pendant très longtemps que c'était son premier, c'est pour ça que j'avais eu l'idée de cette émission pour parler du Le baiser du tueur, mais du coup on parle absolument pas de ce film là. Et du coup j'ai regardé Fear and Desire et je trouve que c'est assez intéressant parce que dans les trois films qu'on a choisis, et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs avec Juliette quand on les a regardés, c'est que c'est très dur de situer où ça se passe, de situer complètement bien l'action. Genre là, ils nous disent que ça se passe dans une guerre imaginaire, dans une guerre qui n'a pas existé, entre deux pays, on ne sait pas lesquels. Et il y a tout le temps ce truc par rapport au fait qu'on ne sait jamais vraiment quand ça se passe, où ça se passe. Et du coup, ça donne peut-être un effet un peu plus objectif, où en soi, l'important, c'est pas vraiment les deux pays et la cause de la guerre, mais peut-être juste la guerre en soi et la violence que ça donne, parce qu'on voit avec le personnage de Stanley, je crois. Ouais, Stanley qui est complètement traumatisé, qui est très jeune, genre qu'à 20 ans, je crois, et qui est complètement traumatisé par la guerre, et c'est ça qui est important, c'est les gens qui sont dans la guerre et qui vivent ça, et en soi, quelle guerre c'est, on s'en fiche un peu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu compris du film. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ?
Moi, je suis assez d'accord avec toi, Lise. J'ai eu cette même impression. Et, euh, et ouais, même qu'il y avait vraiment un jeu sur ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et qui s'attache vraiment à la symbolique des choses. Et il y avait tout un jeu aussi sur la civilisation, le fait de pas être civilisé, où ils se font des vannes en mode ouais, reste un peu civilisé quand même, alors qu'ils viennent de tuer deux mecs. Ouais. Enfin, il y avait tout un truc comme ça que j'ai trouvé assez intéressant. Après, moi, c'est vraiment la fin du film qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment trouvé sympa, parce que justement, hyper symbolique, avec, quand ils sont sur le... Sans trop spoiler, quand les deux personnages sont sur le radeau, sur l'eau, j'ai trouvé ça vraiment une super belle séquence de clôture de film. Et moi, sur ce que disait Lise, je suis trop d'accord sur le fait qu'on n'est pas du tout placé dans l'espace, et c'est même dit très explicitement au tout début, je crois, quand il y a le plan sur la montagne, et qui dit bon bah on est dans un endroit où on ne sait pas où on est, mais c'est pas grave, dans une guerre on ne sait pas entre qui, c'est pas grave. L'histoire, en gros, je sais plus, je crois qu'à un moment il y a même une phrase qui dit l'histoire on s'en fiche, ce qui est important c'est la peur, le doute, etc. Et genre tout de suite il ramène vraiment juste aux émotions que la guerre a créées du coup sur les gens. Et après c'est ce qu'on va voir pendant tout le film, où il y a des personnages assez caricaturés, où il y en a un qui a toujours peur de tout, dès qu'il se passe quelque chose il dit non, pourquoi il se passe ça, et il sait jamais comment les choses vont se passer. Il y en a un qui est un peu le leader, qui est hyper à l'aise. Il y en a un autre qui est pas vraiment dans la peur mais qui est dans le doute, donc il va toujours remettre en question ce que dit le leader. Donc il y a vraiment un ensemble de personnages qui sont tous assez caricaturés, j'ai trouvé, dans leur personnalité. Et, et on voit que c'est d'ailleurs celui qui a peur, qui est présenté dès le début comme celui qui a peur, qui fait un peu n'importe quoi, du coup, notamment avec une fille. Et d'ailleurs, ça, j'ai eu un peu peur quand j'ai lu le synopsis en mode. En plus, il y avait un hashtag sur. Là où j'ai regardé le film, il y avait hashtag viol. Alors, je me suis dit. Je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment parler de ce film pendant le fauteuil rouge? Et du coup, finalement, ça m'a pas rassurée que ce soit pas un viol, machin, mais c'est juste que. C'est. Enfin, je sais pas comment. Je pense que ça n'a pas été montré parce qu'à mon avis, c'est 54, je crois, le film. 53. 53, Ah, c'est dans 53. le Code Days, Ah. il me semble. Et du coup, je pense qu'ils pouvaient pas trop montrer de trucs comme ça, Ouais. mais à mon avis, implicitement. Ouais, c'est suggéré. Ouais. Mais c'est pareil, j'ai pensé au code Hayes dans la scène de. Normalement, il tue des gens pour manger. Enfin, en gros, il tue des gens, des ennemis. Et vraiment, cette scène, elle est hyper métaphorique, quoi. C'est juste, on voit une bataille de bouffe, en fait. Genre, on voit les. Tu sais, genre, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voit des mains qui écrasent des flageolets. Enfin, un truc vraiment gore, niveau nourriture. Et en fait, ça traduit le truc gore qui se passe niveau humain. Mais c'est pas du tout montré, enfin on voit pas le couteau qui rentre dans la plaie et tout. Et je trouvais ça hyper bien fait, la scène. Enfin limite c'est plus violent que de voir une vraie scène de violence. Parce que là tu l'imagines, t'imagines un peu ce qui se passe à côté. C'est ça. Il y a l'imaginaire qui rentre en jeu, quoi. Mais Ouais, c'est vrai. Mais c'est en ça que du coup le film est assez fort aussi, du coup, parce que il fait beaucoup appel à notre imagination et à la symbolique des choses, et moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et du coup j'avais du mal à comprendre pourquoi il avait totalement refusé que ce film soit copié, etc. pendant super longtemps. Ouais, pareil, j'avais pas trop compris, parce que quand j'ai cherché le film pour le regarder, j'avais vu en mode Kubrick n'a jamais été content de ce film et tout. Et c'était son premier film aussi, ça doit être le cas de plein de réalisateurs. Ouais, c'est vrai. Je pense. Mais c'est sûr qu'en le regardant, tu te dis quand même que il y a plein de trucs hyper intéressants, et c'était bien filmé. Genre ça avait du sens, le début, la fin, le milieu. Donc à partir de là, c'était plutôt un bon film, quoi. Et moi j'ai trouvé aussi que c'est un film, c'est un Kubrick, on voit toutes les choses que Kubrick met souvent dans ses films par la suite, toutes les superpositions, les voix off, et aussi le regard caméra de Sidney, celui qui devient un peu taré. Je trouve que ça ressemble vachement à dans Shining, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais que Jack fait souvent des regards caméra hyper furtifs, mais qui mettent tellement mal à l'aise. Et là j'ai trouvé que c'était la même chose, mais avant.
Ouais, Et c'est vrai que j'ai aussi du mal à comprendre de pourquoi il a trouvé que ce film ne méritait plus d'être dans sa filmographie. Mais dans quel film, Juliette, il y a des voix off autrement chez Kubrick? Non, ouais, j'ai dit ça et je me suis dit, attends, mais c'est dans quel film? Pour Non, mais Full peut-être- Metal, il y en a une. Dans Full Metal Jacket, il n'y en a pas? Si, sûrement. Je sais plus. Moi, je me souviens juste que dans Orange Mécanique, le personnage principal, il a une voix off. Ah oui, ouais. Ah Ça, bah, c'est clair. c'est peut-être ça. Et même peut-être dans Full Metal Jacket, je me souviens pas, mais Orange Mécanique, je crois que ça m'avait marqué, il y a une voix Si, off. si, ouais, ça commence Je- même avec la Une voix. bêtise, ça se trouve, ouais, il n'y en a pas dans Orange Mécanique, je suis désolée. Mais en parlant des voix off, j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement les voix off, comment elles étaient utilisées dans le film, parce que c'était encore pour donner encore plus d'informations sur les émotions des personnages, où il y avait un discours à la surface, genre une discussion, et en fait après on entendait ce que pensait vraiment la personne. Et du coup, c'était trop intéressant, c'est un peu ce truc, genre le cinéma peut nous faire voir tout ce qu'on ne voit pas en vrai, parce que jamais on pourra voir dans la tête des gens, et là on a l'impression qu'on sait exactement ce qu'ils pensent, alors qu'en vrai, on ne saura jamais. Mais du coup, c'était hyper. J'ai trouvé ça hyper intéressant comment elles étaient utilisées. Et surtout dans ce contexte de guerre, je pense. Dans leur voix off, il y avait la peur et tout ça, qui disaient pas forcément. Et puis- violent. Ouais. C'est ça, c'est aussi des personnages qui sont quelque part enfermés avec eux-mêmes et après avoir vécu toutes les horreurs de la guerre qui sont dans la capacité aussi d'interagir normalement et ils le disent à la fin où finalement ils sont pas vraiment revenus de cette guerre. Ouais. Et toi, Andine, t'en as pensé quoi de ce film? Moi, j'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé que c'était une histoire très marquante, mais je trouvais que les personnages étaient hyper bien amenés. J'ai trouvé que c'était hyper bien filmé, la lumière et les constructions de plans. Il y a très souvent genre un des soldats au premier plan et les deux autres au deuxième et encore un autre à l'arrière, et c'est hyper bien construit. Ouais, J'aimerais c'est bien clair. revenir sur ce que vous disiez par rapport à la scène avec la femme. En fait, moi, j'ai pas l'impression, donc c'est peut-être par rapport au code Hayes et tout, mais je pense que au-delà de juste vouloir la violer, pour moi, c'était plus. On aurait dit qu'il avait besoin de tendresse en fait et d'amour. Et pour moi, c'est pas une. Enfin, évidemment, c'est du viol, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, son but, c'était pas de la violer, c'était juste de ressentir une tendresse, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Et Ouais. je sais pas, j'ai trouvé vraiment que Ouais. pour moi, il y avait quasiment rien de sexuel, en fait, dans ce qu'il essayait de faire. Au début, Ah. peut-être à un moment, il y a un truc sexuel qui arrive, mais au début, le premier rapport avec la personne, t'as raison, c'est ce besoin d'attention où en plus, il arrête pas de répéter pourquoi tu me Ouais. souris pas, je suis pas drôle, et il lui fait des sketchs, il lui fait des trucs, mais elle réagit pas parce qu'elle est attachée à un arbre et qu'elle a juste Normal. envie de se séparer, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc très innocent de. On sent il veut juste attirer son attention et avoir l'impression d'exister parce qu'en fait, genre, personne n'écoute ce qu'il ressent dans ses collègues, là, je sais pas comment on appelle ça du coup. Ses camarades, ses camarades de Ses guerre. collègues. Ses collègues de tuerie là, du coup ils lui disent, genre quand il a peur, à chaque fois c'est le mec qui est pas écouté, on lui dit ouais c'est bon arrête, et c'est vraiment, on sent qu'il est un peu tétanisé tout le temps, et là genre il se libère un peu, au début il a peur de garder la fille, et après dès qu'il est tout seul avec elle, il se dit ah vas-y, trop bien quelqu'un qui est juste là pour moi, alors qu'en fait pas du tout, elle est là par force. Puis quelque part, il cherche son attention un peu comme un enfant le ferait en fait, en cherchant l'attention de sa maman ou de quelqu'un de son entourage. Ouais. Après, du coup, elle est quand même forcée, donc ça reste un viol. Oui, Mais bien sûr. c'est toute la psychologie du personnage qui est complètement bouleversée, traumatisée par la guerre, quoi. Oui, de ouf. Vous allez me dire si vous pensez comme moi, mais moi, du coup, vu qu'on essaye un peu de situer quand même le film dans l'œuvre complète, enfin pas forcément dans l'œuvre complète, mais vu que c'est son premier film, on a fait exprès de choisir son premier, je pense que c'est aussi pour parler de ce... Enfin bref. Oui, Je totalement. trouvais que du coup, le personnage de Sidney, donc du coup, on va l'appeler le fou, c'est un peu horrible, le fou, mais du coup, je trouvais qu'il préfigurait pas mal du coup tous les fous qui vont suivre dans les films de Kubrick. En fait, je trouve qu'il a un peu la même folie que Jack Torrance dans Shining, parce que Jack Torrance il est pas aussi taré que ça, il s'appelle même pas Jack Torrance, je sais plus comment il s'appelle, mais
dans le livre de Stephen King, il n'est pas aussi fou que ça, le père dans Shining. Pareil, le personnage principal d'Orange Mécanique, je trouve que c'est un peu toujours les mêmes formes de folie, et aussi le personnage dans Docteur Folamour. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ils se rejoignent un peu tous sur, je sais pas, une folie un peu naïve, un peu enfantine, et en même temps ultra glauque. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis assez d'accord et j'ai l'impression aussi que c'est une folie qui est exponentielle. Peut-être pas par rapport à Orange Mécanique, parce qu'il est quand même bien dès le début, mais genre un truc qui se construit petit à petit, où genre ça monte, et le personnage pète un câble. Et parce qu'au début du film, ça se voit qu'il est en état de choc et tout, mais il est toujours à peu près normal. Et je pense que c'est la scène où ses collègues, comme tu dis, les autres soldats vont tuer des ennemis là. Où là, on va voir dans ses yeux qu'il est complètement paralysé. Et j'ai l'impression que ça va être un peu le moment de basculement pour lui. Et petit à petit, genre, il devient complètement taré, genre de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça dans Shining, parce qu'au début, ça va à peu près, et puis après, ça part en couille, quoi. Et ouais, je sais pas, je vois ça aussi dans pas mal de ses films. Et dans Full Metal Jacket aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Un peu la société qui rend fou, quoi. Ouais, c'est vrai. La scène justement où tu vois vraiment que là, ça y est, il a viré du côté obscur quand il se met tout seul avec la fille et qu'il se balance avec un sourire et les regards vers le haut, enfin la tête penchée avec un grand sourire, le regard vers le haut et la lumière, un jeu de lumière comme ça sur sa tête. Ça m'a vraiment fait penser à Shining et Jack Nicholson. Oui. Vraiment fort. Et je pense que c'est avec la séquence de la fin, c'est celle qui m'a le plus marqué. J'avoue que je sais pas si c'est celle, si tu parlais de la séquence sur le radeau. Moi, j'avoue que le moment où Sidney retrouve le radeau, on va pas dire, faut pas spoiler, mais le moment où il le retrouve, mais ce moment, c'est là que tu sens que vraiment, je trouve que c'est le moment culminant de sa folie. Ouais. Au-delà de la moment du moment avec la femme, le moment où il retrouve le radeau, mais moi j'ai failli pleurer, mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est, mais horrible. Tu sais qu'il n'y a pas de c'est un point de non-retour, quoi. Ouais. Tu sais que c'est fini pour lui. Il est devenu complètement malade, en fait. Et puis tu sais pas ce qui s'est passé pour lui avant, genre on le retrouve juste dans la rivière alors qu'il est parti au milieu de la forêt et on se dit genre le mec il est encore vivant, enfin qu'est-ce qui s'est passé, on saura pas. Il est bien, il rigole. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Fear and Desire? Non. Ok, alors on fait une pause musicale avec Bring It On, magnifique accent anglais, de Nick Cave and the Bad Seeds. This garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, with the trees all bended low. This garden is a home, dear, and I got nowhere else to go. So bring it on. Bring it on. Every little tear. Bring it on. Every useless fear. Into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations, dear, and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. Ay,
are trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, I don't know quite what else to do. So bring it on. Bring it on. Ever neglected dream. Bring it on. Every little scheme. Bring it on. Every little fear. And I'll make them disappear. So bring it on. Bring it on. Oh, bring it on. Yeah, bring it on. Oh, come on. Oh, bring it on. Yeah, come on, come on. Oh, come on. Bring it on. Every little fear. And I'll make them disappear. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Yeah, bring it on. Bring it on. Yeah, bring it on. Every little fear. Bring it on. Every tiny tear. And I'll make them disappear. On passe maintenant à Eraserhead de David Lynch, sorti en 1977. Marthe, c'est à toi. Alors, pour faire une rapide présentation de David Lynch, donc c'est un réalisateur américain qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout fan de l'école. Il détestait ça. Mais il a quand même commencé son cursus par son cursus d'études supérieures par des études plutôt dirigées vers la peinture. Il a fait notamment Corcoran School of Art and Design à Washington, puis 1 an à la School of Museum of Fine Arts and Tufts de Boston, mais au final, il n'a jamais terminé ce parcours parce qu'il n'aimait pas du tout l'institution de l'école. Et en 1965, il intègre finalement l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, et c'est là qu'il commence à concevoir l'idée de mouvement en peinture, et c'est ce qui va l'amener vers le cinéma. Pour le premier long métrage, il va faire appel à l'American Film Institute pour le financer, sachant qu'ils avaient déjà financé un court-métrage qui s'appelle The Grandmother de David Lynch. Et il obtient une bourse de $5,000 pour son film, et il commence les préparatifs en 1972, je crois. Le tournage, il va durer 5 ans, donc c'est quand même assez énorme. Pour les petites anecdotes, l'AFI, donc American Film Institute, avait racheté un palais d'été abandonné à Beverly Hills qui appartenait à un milliardaire qui était un des fondateurs de la Cité des Anges. Et donc, il va occuper ce palais pour les décors de son film. Décors qu'il va fabriquer lui-même avec ses proches qui vont participer à la création du film. C'est vraiment une toute petite équipe, mais ils vont vraiment tout faire de A à Z. Et David Lynch va même vivre sur les lieux du décor, enfin dans l'appartement de Henry, son personnage principal, lorsqu'il va se séparer de sa femme. Ça devait être gay du coup. Du coup, ouais, c'est assez étonnant. En plus, ils tournaient de nuit parce qu'ils avaient tous leur job à côté et ils se retrouvaient le soir pour tourner. Donc c'est pour ça que ça a pris aussi autant de temps. Il y a eu plein de problèmes avec le budget, les pellicules, tout ça. Enfin, c'est vraiment un bordel pour réaliser ce film. Je pense qu'il en a chié vraiment. Avant de
rentrer dans le vif vraiment du sujet, je voudrais juste parler rapidement de la collaboration très importante qu'il a eue avec Alan Splett, qui est son soundman. Et ça va être une des bases de son cinéma. Et après, il va toujours faire des collaborations et vraiment s'investir dans la musicalité de ses films. C'est celui qui a fait la musique, pas les bruitages et tout ça. Si, aussi, ouais. Ah ok, d'accord. Enfin, tous les sons du film. Sons, et en fait, c'est vraiment, pour David Lynch, le son dans ses films, c'est utilisé vraiment comme un objet concret. À la sortie, le film, il fait pas, au début, il fonctionne pas très bien, les gens apprécient pas trop, jusqu'à ce que Ben Barenholtz le voit, et c'est un distributeur qui a notamment lancé l'idée des Midnight Movies, plus ou moins. Et les Midnight Movies, c'est des films dont les exploitants refusaient en fait la projection, comme par exemple La Nuit des Morts Vivants de Romero ou Freaks de Todd Browning, The Rocky Horror Picture Show. Tout ça, c'était des Midnight Movies, et donc ils avaient une séance le samedi à minuit particulière, et voilà, que des films à petit budget. Et c'est à partir de ce moment-là donc que s'est créé un peu une sorte de légende autour du film, parce que ça appartient vraiment à une forme de contre-culture du cinéma. Et je trouve que on retrouve vraiment ces éléments-là dans le film de David Lynch. Mais pour ce qui est du synopsis, donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Henry. Et lorsque sa petite amie accouche d'un bébé prématuré, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, de ce fameux baby, et il finit par se retrouver seul avec ce bébé et se réfugie dans l'illusion. Et voilà, je vais vous laisser maintenant, après cette longue intervention, me dire un peu ce que vous avez pensé du film. Juliette Le Templier, je sais pas, tu m'avais dit que ça avait l'air de t'avoir un peu marqué. Ouais, moi c'est un film qui m'a hyper marqué. Ça se dit pas du tout. Qui m'a hyper marqué. Parce qu'il est hyper étrange, voilà ce que je voulais dire. C'est illogique. Pour moi, c'était vraiment... Enfin, le film, c'est un non-sens total. Et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que Henry, c'est un personnage qui est pas actif, il est vraiment passif. Tout lui arrive directement sur lui, il subit absolument tout ce qui l'entoure. Ce qui doit pas être très facile. Enfin, le pauvre, on ne peut rien dire, mais le pauvre. Ce que je trouvais aussi, c'est que c'est un film hyper oppressant, avec le bruit du vent qui est constant, tout le temps. Enfin, il n'y a pas un moment, enfin, j'ai pas entendu du coup, un moment où il y a du blanc. À chaque fois, il y a du vent, du bruit, le bruit du radiateur, de la musique, assez glauque. Ouais, pour finir, moi je dirais que c'est vraiment la descente aux enfers de Henry durant tout le film qui, du coup, il subit... il se fait plaquer, hein, c'est dans le synopsis, le pauvre. Et il subit aussi tous ses désirs avec différents personnages. Et voilà. Moi, je voulais juste revenir sur le truc du bruit dont t'as parlé, Juliette, où il n'y avait aucun moment de silence. Et t'avais parlé de bruit de vent, et moi j'avais plus l'impression que c'était un peu un son d'usine ou un son industriel à moitié. Comme s'ils étaient dans un futur apocalyptique, je sais pas, où t'avais des usines partout. Enfin, ça fait un peu genre, je sais pas si je pars trop loin, mais peut-être un peu steampunk dans ce délire d'usine et tout ça. Peut-être que ça n'a rien à voir, je sais pas, mais... Si. Pendant tout le film, on voit beaucoup des paysages d'usines et tout. Ouais, des machines. Et c'est vraiment ce son de machine qui est tout le temps là. Et d'ailleurs, on a limite l'impression qu'eux-mêmes sont dans une machine parce que c'est tourné que de nuit et on voit jamais le jour. Et avec ces fumées aussi, il y a beaucoup de fumées de machines et tout ça, et ça envahit et l'espace sonore et l'espace visuel. Évidemment, je suis d'accord par rapport au bruit, c'est hyper anxiogène, et surtout, ça prend le pas sur tout. Moi, je l'ai regardé avec un casque, et j'aurais jamais dû faire ça. Parce que du coup, j'étais là, mais je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne supporte plus, je vais mourir, il faut que je respire. Et il y avait vraiment, par exemple, le moment, on va le dire comme ça, le moment où le bébé, en gros guillemets, est malade, c'est un screamer, quoi. Ah oui, génie de quand screamer, David Lynch. Mais laisse tomber comment j'ai eu peur, mais j'ai sursauté, mais je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est tellement glauque. En 2 secondes, il a des boutons partout et il crache du sang. Mais oui, mais excusez-moi, mais c'est un scandale, mais moi j'ai eu trop peur.
Mais Je m'attendais pas du tout à ça. déjà, la base du problème, c'est l'aspect du bébé prématuré. Enfin, je veux dire, c'est quand même Oui, c'est quand même le du bébé point de prématuré. non-retour de la représentation d'un bébé prématuré, quoi. Le truc. Mais je trouve que. Alors, C'est c'est bizarre ce que je veux dire, mais je trouve qu'on s'y habitue. Bah, en tout cas, on s'habitue à son cri. C'est-à-dire que pendant tout le film, en plus de tous les bruits qu'on a dit avant, il y a un comme ça, et t'as envie de. Genre, tu te dis jamais j'aurai d'enfant, quoi. Alors que tu sais très bien que ça va pas ressembler à ça, mais. Ah, vraiment. C'est Et horrible. d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une rumeur selon laquelle Kubrick, quand il était dans sa retraite en Angleterre, il se serait fait projeter plusieurs fois ce film pour essayer de percer le secret de la conception du baby. Parce qu'il y a un grand secret autour de la fabrication, personne ne sait comment il a fait ce bébé prématuré. Ah ouais. Mais il y a la scène du. Tu veux dire comment il l'a fait dans la façon de le filmer ou comment il l'a dans le film, à quel moment il le. Non, dans la vraiment conception Matériel. Pourquoi il Ah était- oui, ouais, matérielle Oui. du bébé. oui, ça je suis d'accord. C'est impossible à comprendre. Mais c'est marrant que tu parles de Kubrick parce que justement, nous, on a fait une petite recherche et on a vu que genre Kubrick c'était le film qu'il aurait aimé réaliser. Je sais pas Ouais, si vous avez ouais, vu ça. j'ai vu aussi ça. C'est vrai qu'il est quand même, c'est quand même un film qui est hyper à part, quoi. Enfin, c'est hyper, c'est tellement un truc dans sa totalité. C'est absolument pas français ce que je dis, mais c'est vraiment Eraserhead. T'as pas genre un autre film qui ressemble ou des trucs comme ça. Je trouve que déjà, on parlait du fond musical, ça fait tout. La lumière, je trouve que la gestion de la lumière aussi fait que ça donne un esprit encore plus glauque et tout. Et j'aimerais faire une spéciale dédicace à la demande en mariage la plus triste de l'histoire de l'humanité. Genre vraiment, mais c'est... Et d'ailleurs, ce moment, donc quand c'est un moment où il est chez les parents de sa copine, j'ai jamais été aussi mal à l'aise que devant cette Mais scène. moi, depuis le film, je peux plus regarder un poulet. C'est-à-dire que le moment. J'ai pas pu. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un moment où un poulet prend vie. C'est-à-dire prend vie de manière assez gore. Et rejette du sang en même temps. Ouais. Et en même temps, t'as la mère qui fait des bruits. Des bruits. Dans une assiette. C'est très étrange. Et le lendemain, ma mère cuisinait un poulet et vraiment, j'ai cru que je revoyais le film, quoi. Genre, j'ai vu le poulet, j'attendais qu'il vive, mais non, ça n'a pas marché. Mais du coup, ce moment est très gore. Ouais, ça te fait devenir végétarien. Ouais, c'est ça. Pour moi, quand t'es végétarien, ça te conforte dans tes décisions, quoi. Mais c'est vrai que tout le film, en fait, il y a... Enfin, et d'ailleurs, que ce soit le son, les images, ça participe à créer vraiment une atmosphère genre, hyper pesante. Et il joue comme ça sur cette étrange étrangeté où juste tout est trop bizarre, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, il est glauque, mon Dieu. Ouais. il est glauque. Mais même au début, j'ai l'impression qu'il y a toujours... Parce qu'on disait que dans les 3 films qu'on avait vus, il y avait pas vraiment de... On n'était pas vraiment situé dans l'espace. Et au début, on est hyper perdu, j'ai l'impression, quand on arrive... Ouais. Enfin, je me souviens plus exactement, mais j'ai l'impression qu'on arrive dans un endroit, mais on comprend jamais où on arrive. Si on est dans une ville, Ouais. on est sur la lune. Ouais, on peut être n'importe où, genre la maison de sa copine, là, on sait pas comment il arrive à la porte. Enfin, genre, rien n'est compréhensible, quoi. Et c'est comme... Enfin, là, c'est encore plus présent parce que le film est en plus assez glauque, alors que le film de Kubrick était en soi dans des paysages qu'on connaît, enfin, dans une forêt, il y avait une rivière et tout. Là, il y a rien où on se dit, Ouais. un jour, on sera peut-être là. Enfin... On espère pas. Ouais. Oui, c'est vrai que là, Ouais. il y a vraiment aucun... Il y a vraiment pas du tout de repères spatio-temporels. Aucun. Vraiment aucun. Mais du coup, ce serait peut-être intéressant aussi de parler de ce film par rapport à toute l'œuvre de Lynch. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment... Alors que Lynch il fait quand même des trucs pas mal compliqués, là c'était vraiment le pire au niveau du compliqué et tu comprends rien. Et déjà en plus il était en noir et blanc, ce qui fait une ambiance un peu plus sombre et tout ça. En plus t'avais pas de musique et normalement, enfin Lynch on le connaît aussi beaucoup pour sa musique Badalamenti, c'est ça Marthe Oui. De son compositeur un peu oui. jazz qui... C'était pas Et là c'est... Celui qui fait la BO de Twin Peaks. Ouais, j'imagine. Je sais pas trop comment expliquer, mais t'avais pas trop les trucs que tu retrouves après dans ces films plus tard. Genre, j'ai l'impression qu'il a été très radical dans ce film-là.
Et après, dans les autres, il s'est un peu plus retrouvé avec des histoires. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Bah, moi, je trouve qu'on ressent vachement en fait aussi son regard d'artiste plasticien dans le film. Et déjà, comme il a fait tous les décors, moi, ça c'est un truc qui m'a pas mal fasciné, toute l'ambiance qui est créée dans les décors et tout ça. Il y a quelque chose de très plastique qui ressort et que j'ai trouvé assez sympa. Mais il y a vraiment en fait, ça a déjà été dit plus ou moins, mais il y a vraiment il utilise le médium du cinéma et il le distord dans tous les sens, que ce soit dans les espaces, dans le temps, et on sait plus trop où on est, mais c'est un film compliqué et c'est compliqué d'en parler. Mais je trouve ça intéressant ton truc par rapport au... Parce que... Attends, qu'est-ce qu'il faisait avant Lynch? Il était plasticien, il était peintre, c'est ça? plasticien. Oui, parce À la qu'il est base, peintre, de peintre. toute façon. Ouais, et il est peintre et par exemple dans son premier court-métrage, il était projeté sur une sorte de sculpture et du coup ça changeait justement l'espace, il était différent, des trucs comme ça. Et je trouve qu'on ressent en fait même ce travail-là dans Eraserhead. De ouf. On sent que c'est pas vraiment un film qui a début, milieu, fin et qui a toute une narration, mais qui est plus dans ce truc de plastique, enfin c'est une œuvre un peu limite d'art plastique quoi. C'est vrai que je trouve que j'en ai pas vu beaucoup par contre des films de Lynch, mais je trouve quand même que dans Eraserhead on reconnaît quand même son univers. Enfin, j'ai surtout vu Twin Peaks et je trouve que dans la réalisation de la chose il y a des choses assez similaires et que on se dit quand même bah oui c'est Lynch. Enfin c'est un peu comme tout à l'heure avec Kubrick, il y a des trucs. On se dit oui, il n'y a que ce réalisateur qui peut monter ça comme ça, ou c'est un certain montage. Parce que j'ai vu ce film-là, et j'ai vu après Twin Peaks, parce que je me suis dit, il faut absolument que je vois d'autres films de Lynch. J'ai l'impression, je sais pas si vous... Est-ce que vous avez vu Elephant Man? Non. C'est le seul Lynch que j'ai pas vu encore. Ah ok, bon, bah je le sais. mais je suis chaude, vas-y, parce que j'ai trop envie de le voir en ce moment. J'ai juste trop de trucs. J'avais l'impression qu'Eraserhead, le film dont il pourrait le plus se rapprocher par rapport aux autres de Lynch, ce serait peut-être Elephant Man. Pas forcément par rapport à l'histoire, parce que Elephant Man c'est assez carré, on se perd pas dans l'histoire, on sait ce qui se passe, alors que tous les autres films de Lynch c'est quand même un peu perché. Mais plutôt, déjà c'est en noir et blanc et tout ça, et c'est avec l'idée du monstre justement, parce que Elephant Man c'est un homme qui est né avec une déformation et du coup qui est complètement monstrueux par rapport... qui est complètement hors de la société. Et Eraserhead c'est un peu pareil avec ce bébé qui a une tête d'alien, enfin il a absolument pas une tête d'humain. Et du coup peut-être dans cette idée de monstre ça se rejoint bien, je trouve. Oui, c'est vrai. Et en plus, du coup, c'est dans la continuité de ces Midnight Movies. Et je sais pas, moi, du coup, ça m'a fait un peu penser à Freaks Ouais, de Todd Browning Ouais. totalement. par rapport au monstre. Je pense vraiment qu'il joue en fait sur les rêves et l'illusion et les espaces. Mais du coup, je voulais juste ajouter que tout comme dans le film de Kubrick, et d'ailleurs, David Lynch, il apprécie énormément Kubrick. Ça a été mentionné plusieurs fois. Il joue sur cette notion d'espace et donc de créer des illusions. Et de toute façon, finalement, en fait, c'est ça aussi le cinéma, c'est une machine à illusions. Et oui, c'est beau. C'est beau ce que Merci beaucoup. Je vous propose que ça fasse une belle conclusion à ce film. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Non. Pour rester dans le thème, on va écouter Star Dream Girl de David Lynch. Crank up that radio. Let me tell y'all a story. Them coming from all around, flying down that wide highway, coming like crowds, like never before. Her being the one they can't wait to see.
remember every night they come to dream of her. Last but not least, on passe à Element of Crime de Lars von Trier qui est sorti en 1984. Donc Lars von Trier, c'est un réal et producteur danois. Il est connu pour faire des films très provocants, très sombres et très dérangeants, dans lesquels les personnages sont complètement paumés, hyper violents, dépressifs, etc. C'est pas trop la joie. Si Lars von Trier ça vous dit rien, vous avez sûrement dû entendre parler de ses films comme Nymphomaniac, Le Directeur, Dancer in the Dark, ou The House That Jack Built, ou Antichrist. Ce que je trouve très cool chez Lars von Trier, c'est que dans ses films, il y a des acteurs de plein de nationalités différentes. Par exemple, dans Dancer in the Dark, on a Björk à côté de Catherine Deneuve. La proba qu'elles jouent ensemble dans un même film, elle était quand même assez mince. Et pareil dans Nymphomaniac et Antichrist, où joue Charlotte Gainsbourg. Donc, Element of Crime, c'est le premier volet d'une trilogie, avec Epidemic en deuxième et Europa en dernier. Il a gagné le Grand Prix technique de Cannes en 1984, ce qui est quand même de très bon augure pour un premier film. Et, synopsis, c'est l'histoire d'un détective qui repêche dans ses souvenirs d'une enquête bien sombre pendant une séance d'hypnose. Fisher, c'est son nom, il expose sa poursuite du meurtrier loto qui tuait et mutilait des petites filles vendeuses de tickets de loterie. Et quoi de mieux pour un détective que de se mettre dans les chaussures du meurtrier en allant aux mêmes endroits et en agissant comme lui pour élucider cette histoire. Vous vous doutez bien que cette méthode, bien qu'elle semble efficace, n'est pas sans danger, car petit à petit, Fisher commence à agir comme un vrai tueur en série. Le film, c'est donc 7 séances d'hypnose qui se passent dans la tête de Fisher pendant cette séance. On a une vision de l'Europe comme le détective la voit, un lieu abandonné, sale, déprimant et surtout, comme le veut toute sa trilogie, dystopique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Marthe, dis-nous tout. Alors moi, j'avoue que c'est le premier film que je vois de Lars von Trier. Parce qu'après un cours sur The House That Jack Built, j'avais des appréhensions. Enfin, non pas que je pense que ce soit nul, mais juste je suis une grande sensible et du coup j'avais un peu peur de me frotter à ça. Mais j'ai vraiment beaucoup, assez aimé. Après on voit que voilà, on n'est pas du tout comme dans le film d'avant. Le budget, il est clairement pas de $5,000, je pense. Et mais c'était assez intéressant en fait ce voyage dans les méandres de la mémoire. Et cet homme, du coup, toute l'esthétique aussi qui en découle avec ces lumières jaunes et les ampoules qui tombent du ciel. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, il dépeint quand même un monde qui est hyper sombre, hyper froid et violent. Et il finit par se retrouver piégé dedans, dans ses souvenirs cauchemardesques. Et nous aussi. Et finalement, j'ai plutôt apprécié, j'ai trouvé ça assez sympa. Si, comme tu disais, j'ai l'impression qu'on est encore une fois dans une dystopie horrible. Et puis, c'est un peu con parce que je reviens dans l'espace, mais genre là, c'est même pas, on sait pas où on est dans l'espace, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un plan à l'autre, même pas genre quand c'est un même plan qui bouge, on est perdu dans l'espace. Genre à un moment on pense être en bas et en fait on est en haut, il y a des trucs en bas. Genre c'est comme si tout était empilé à moitié, les plans étaient empilés les uns sur les autres. Et ça donne un truc où à la fin on est totalement perdu. Mais c'est ça qui est super intéressant, je trouve, parce qu'il essaye de retranscrire cinématographiquement ce qui se passe dans l'inconscient de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un homme traumatisé qui a oublié ce qui s'est passé et il refait un voyage, un travail sur lui-même, donc dans son intériorité, et essayer de traduire ça visuellement,
C'est assez étrange et j'ai trouvé que c'était un pari plutôt réussi. Quand vous dites que tu comprends pas toujours tout, c'est un peu flou et tout, mais moi je trouve que justement c'est ce que tu dis Marthe, c'est ça qui donne sa saveur en film en fait. Même s'il y a un moment où tu comprends pas, tu te dis bon bah je comprendrai la scène d'après, mais sauf qu'en fait c'est pas si grave que ça je trouve. Vu que justement c'est de l'hypnose, si tout avait été hyper clair en fait ça aurait pas marché quoi. On se serait dit oui bah c'est juste un documentaire, à aucun moment c'est de l'hypnose quoi. J'ai eu un mauvais premier début avec le film. Enfin, on a commencé à le regarder et c'était pixelisé. Ah oui. Et vu que dans le synopsis, j'avais lu qu'il y avait un délire autour du rêve et de l'hypnose, je me suis dit, On pensait que c'était normal. On s'est dit, c'est un parti pris, sauf qu'on a commencé à regarder 5 minutes de film pixelisé, on était là, bon bah, je suis pas sûre que c'est vraiment un parti pris, sauf que du coup, au début, j'étais vraiment partie dans ce truc en mode, ok, le rêve, c'est pixelisé, on sait pas trop où on est. Ouais, on voyait rien, quoi. Ouais, et du coup, après, le fait de le recommencer, bah, on a vu complètement autre chose, parce qu'on du coup, on voyait rien depuis le début. Et du coup, il y a eu un début un peu, il y a eu un petit couac. Mais après, dans tous les cas, j'ai été perdue pendant tout le film. Je sais pas si. Peut-être qu'on l'a vu quand on était trop fatigués. Parce qu'en vrai, on faut pas le regarder fatigué. Ouais. Mais c'est vrai que ce truc d'inconscient, j'ai l'impression que c'est comme si on ouvrait des tiroirs dans son esprit et que ça avait pas forcément de suite logique, mais qu'on comprenait un peu son sentiment général pendant toute l'enquête. Voilà. Et comment vous étiez à la fin du film ? À la fin du film, j'avais juste envie de prendre une douche parce que c'est horrible, tout est crade, tout le monde transpire. C'est ouf. Oh, c'est horrible. Et du coup, le but de cette trilogie, c'est de faire un portrait de l'Europe, son portrait de l'Europe. Non, je pense que c'est vrai. Enfin, je pense que c'est vraiment un truc en mode, tu vois, 1984, le meilleur des mondes et tout. Enfin, genre, c'est vraiment ultra dystopique. Le troisième, c'est un truc par rapport, il y a un moment par rapport à la guerre. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu ce film, mais c'est situé pendant la guerre. Là, c'est situé, on sait pas où, mais en fait, c'est dans une Europe d'après-guerre, sûrement, je pense d'ailleurs, j'en sais rien. Ouais, mais encore une fois, on sait pas. Encore une fois, on sait pas. Ouais, on sait pas. C'est vrai que de dire en Europe, ça nous paraît très large, quoi. Comment ? De dire en Europe, ça nous paraît très large, à nous, Européens. Oui, bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il est européen aussi, hein, parce qu'il est danois. Oui, c'est vrai. Oui. C'est juste que là, je pense que c'est par rapport, vu qu'il est censé être au Caire, tu vois. Mais en tout cas, sur le truc de la saleté, là, ça c'était vraiment. En fait, je suis d'accord avec toi, tu te sentais pas à l'aise. Enfin, tout le temps, les gens avaient l'air d'être tout plein de sueur, ou en tout cas tout plein de saleté, et tout ce qui se passait, c'était dans des endroits hyper humides. Genre sur les murs, t'avais toujours l'impression qu'il y avait de l'eau ou des trucs. Les fenêtres aussi, elles étaient tout le temps sales. Ouais, tu voyais jamais, genre par exemple, à travers une fenêtre, tu voyais jamais ce qu'il y avait derrière, vu que c'était tellement sale. Ouais. Et il y avait parfois des plans sur des fenêtres. Je sais pas si vous avez. Enfin, je pense que vous l'avez forcément vu. Il s'allongeait toujours sur plein de trucs. Genre, il y a un moment avec un médecin légiste et son assistant, il s'allonge sur des trucs de médecine. Oui, c'est horrible. Des outils de médecine coupants et tout. Enfin, c'est le bordel. Et il y a une autre scène où quelqu'un s'allonge sur des fourchettes, je crois. Ouais. C'est Fisher qui s'allonge dans un parc, il y a des fourchettes. Ouais. Et trop bizarre. C'est trop bizarre. Ouais, c'est spécial. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Tu vois, comme premier film, c'est quand même hyper fort, je trouve, parce que c'est vrai que ça fait gros pour un premier film, je trouve. Genre, ça a l'air hyper travaillé. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 20 000 personnes qui ont bossé dessus et tout. Ouais. Mais moi, je trouve ça super cool de faire un truc aussi ambitieux pour un premier film, en fait. Enfin, mais c'est pareil, de toute façon, je trouve que c'est pareil avec Lynch. Un peu moins avec Kubrick, parce que c'est un peu plus acceptable, on va dire. Mais de faire un premier film comme ça, où tu comprends rien, où à la fin, il y a plein de choses et personne ne sait pourquoi. Enfin, je trouve ça hyper fun. Ouais, c'est clair. Ils ont tous des partis pris... très pris, quoi. Ils sont très très pris, là, par Mais aussi la lumière, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que dans Eraserhead c'était très sombre et on voyait rien. Et là on voyait pas grand chose non plus et en plus tout était orange parce que c'est monochrome à moitié tout. Et tout était orange jaune et c'était ultra fatigant pour les yeux. Ah, je trouvais pas justement. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Ouais. Enfin, t'avais pas vraiment de... Je sais pas, comme tout était de la même couleur, tu pouvais pas vraiment sortir des détails d'un truc et tout. Tout se confondait entre... C'est ça. Fallait que ton œil soit concentré sur l'ensemble de l'image et pas juste sur un point qui t'attire l'œil parce qu'il est un peu plus coloré et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était Ouais. peut-être fatigant. Mais c'est peut-être aussi pour ça que c'est vraiment genre le film que tu regardes où t'es méga concentré et où tu lâches pas, parce que c'est vrai que t'as raison sur le... Vu que l'image elle est tout le temps... Ouais, elle change jamais, elle est tout le temps de la même couleur. Si au bout d'un moment tu lâches, t'es en mode bon, ça va, on peut voir autre chose aussi, parce que là c'est fatigant. Ouais, je vois. Mais en même temps, c'est des choix esthétiques qui vont quand même assez bien avec sa thématique. Ah oui, ça, non, mais Enfin, c'est justifié quelque c'est part. sûr. Mais il me semble que... Alors, Europa, il est en noir et blanc. Juste noir et blanc, c'est pas genre couleur bizarre comme ça. Et le Épidémique a l'air d'être en noir et blanc aussi. Donc c'était juste pour son premier, ce qui est d'ailleurs très bizarre, parce que du coup, c'est ce qu'on disait, c'est son premier, donc c'est un parti pris énorme, où c'était tout jaune comme ça. Mais ça me faisait justement un peu penser à Sin City dans cette couleur irréaliste là. Mhm. Une autre façon de raconter les histoires avec une autre esthétique qui nous plongerait dans un autre monde. Et aussi cet effet un peu, on a l'impression tout le temps, comme ils sont tout le temps en sueur et tout, on a l'impression qu'il fait tout le temps chaud, et je pense que ça marche beaucoup aussi avec la couleur qui est une couleur chaude du coup, vu que c'est du jaune. Et on a l'impression qu'il fait 50 degrés là-bas, quoi, ils en peuvent plus. Ils étouffent. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment des personnages en souffrance. Ouais. Ah oui, non, mais c'est horrible. Mais tout est en souffrance, quoi. En même temps, les trois films étaient assez en souffrance, hein, dans ce coup. Cette émission Oui, elle va c'est hyper que, en même temps, joviale. on n'a pas choisi des trucs, on n'a pas choisi genre un Nolan ou un truc un peu Ouais. sympatoche à regarder. Là, on s'est infligé des trucs. Ouais. C'était... Franchement, honnêtement, émotionnellement, c'était pas facile ces trois Ouais. films. Hein. Ouais. Les trois, Ouais. t'en sortais à chaque fois un peu genre, Ouais. pas très bien, Ouais, quoi. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que les trois étaient tous bouleversants ou angoissants. Enfin, moi, c'est vraiment surtout celui de Eraserhead et Element of Crime qui m'ont le plus. Vraiment, je pense vraiment surtout Eraserhead qui m'a angoissée particulièrement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il fait beaucoup plus irréel que les deux autres, en fait, du coup, pour le coup, Eraserhead. Non, c'est vraiment une peur de l'inconnu, parce que tu sais pas ce qui va te sortir à la scène d'après, quoi. Mais surtout, Eraserhead, je pense que c'est encore plus oppressant du fait qu'il y a pratiquement zéro dialogue. Je pense que t'as 3 phrases à tout péter dans le truc, quoi. Personne c'est ne vrai. parle, c'est... Ouais. Ou alors t'as des grandes respirations, à moitié la respiration du bébé, la respiration de la maman. Et c'est un peu tout ce que t'as comme dialogue. Ouais, c'est vrai. Tout est assez renfermant, quoi. Genre chacun, on sent qu'il est hyper en souffrance, mais que personne ne le dit trop. Enfin, sauf le bébé prématuré qui fait que crier, là, mais c'est assez souffrant, quoi. Ah, mais C'est tout pour cet épisode sur les premiers films des grands réalisateurs. Peut-être qu'on en fera d'autres épisodes, qui sait. Si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres et que vous avez des idées de réalisateurs, rendez-vous sur notre Instagram Fauteuil Rouge et profitez-en pour vous abonner. Ça vaut le coup, c'est promis. On espère que cet épisode vous a plu. On vous laisse avec It's Oh So Quiet de Björk. Salut! 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 It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big
riot. You blow a fuse, sing boom, the damn cunts lose. Sing boom, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until you ring that bell, big bell, shout and you yell, how you broke the spell. To this is swell, you almost have a fit. The sky is scorched and I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot.